Et nous allons écouter maintenant Maude Marguet, qui vient de Bretagne, qui va nous parler du scénario de prospective Bretagne 2040. Et donc Maude Marguet est responsable du pôle économie-emploi à la Chambre d'agriculture de Bretagne. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. On est vraiment très honorés de pouvoir parler de notre humble démarche, mais qui finalement viendra incarner tout ce qui s'est dit ce matin et en début d'après-midi. C'est comment on peut mener une démarche prospective à l'échelle d'une région par une chambre d'agriculture. Il y a tout ça à mettre dans le shaker de Agriculture Bretonne 2040, qui est le nom de notre étude prospective. C'est Jean-René Meunier, qui est élu de la Chambre d'agriculture, qui sera tout à l'heure présent pour réagir à la table ronde et qui a contribué à ce travail d'étude. Il y a une mise en forme un peu rigolote. 204, c'est pas un nom d'erreur, ça, quand on est sur Internet. Peut-être pas, mais pas loin. Alors, je vais vous faire... Ah, c'est 404. Je vais vous faire un petit saut dans l'histoire, puisque ma présentation, elle va s'articuler en 3 temps principaux. Je vais vous raconter d'où vient ce projet de prospective en Bretagne, quelle est la méthode que nous avons adoptée, et puis plus rapidement, les résultats et la valorisation. Donc, je ne vais pas vous raconter les scénarios, seulement très très brièvement, mais plutôt vous raconter comment ça s'est réalisé, cette démarche. Et voilà, un petit tour dans l'histoire. On peut se rappeler de l'année 2015, des accords de Paris, de la première stratégie nationale bas carbone, avec des objectifs réglementaires à atteindre pour le secteur agricole comme pour les autres secteurs économiques en termes de baisse de gaz à effet de serre, d'émissions de GES. Ces objectifs qui sont nationaux, très vite se pose la question de les intégrer à l'échelle régionale. On retrouve les discussions de changement d'échelle. Comment un objectif national va se décliner pour l'agriculture bretonne, qui a la forte spécificité d'être une agriculture très marquée par l'élevage. Et pour ce faire, la région Bretagne enclenche dès l'année 2007 une démarche de concertation qu'elle a appelée la Brayscope, pour rassembler les acteurs, les faire réagir et sans doute aussi peut-être démarrer un travail de convergence, même si je pense qu'il n'est pas encore atteint aujourd'hui. Donc ce travail initié en 2017, il va se concrétiser en 2020. Il y a une coquille dans mon diaporama par le SRADET, en fait, qui est un document qui fixe des objectifs à atteindre. Et dans ce SRADET, on retrouve l'objectif sur la réduction de gaz à effet de serre qui concerne l'agriculture et qui est donc de réduire de 34% les émissions de gaz à effet de serre entre 2040 et 2012. Alors, il y a plein d'histoires de chiffres. D'ailleurs, je suis toujours un peu mal à l'aise pour les citer parce qu'on ne parle pas toujours du même périmètre, on ne parle pas toujours des mêmes activités, on n'a pas toujours le même point de référence. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, c'est des objectifs qui sont ceux de la stratégie nationale bas carbone. Dans cette étape de concertation, le Conseil régional de Bretagne a fait appel à un cabinet d'études pour mettre en chiffres les conséquences d'une telle baisse des émissions en termes agricoles, en termes d'évolution de cheptel. Et donc, les élus agricoles ont découvert à l'occasion d'une réunion, c'était une réunion fin 2018, une conférence sur l'énergie. Ils ont découvert des chiffres sur ce qui allait arriver en termes de baisse d'animaux si on respectait la réglementation, ce que tout le monde va faire évidemment. Moins 29% de vaches laitières, moins 16% pour les porcs, moins 6% pour les volailles. Et finalement, les cheptels diminuaient massivement, à l'exception des ovins caprins qui, eux, pouvaient progresser en nombre, avec une diversification du coût de production. Ces chiffres-là, ils sont arrivés dans un contexte où on était encore dans l'élan de la sortie des quotas et où on avait encore des trajectoires de développement. Et ils sont venus vraiment jeter un pavé dans la mare. Ça a été assez bouleversant pour les élus, et notamment pour les élus de la Chambre d'agriculture. Alors, en réaction, ils ont demandé au Conseil régional de bien évaluer, au-delà de ces impacts gaz à effet de serre et effectifs, toutes les incidences de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, qu'elle soit sociale, économique, et donc d'aller approfondir en fait sur d'autres volets que simplement les volets environnementaux et nombre d'animaux, ce que cela pouvait générer. En fait, je m'étais trompée de diapo. Voilà, j'avance. Ils ont demandé donc au Conseil régional de faire ce travail. Et dans le même temps, ils se sont dit, mais nous aussi, en fait, on a besoin de conduire notre réflexion parce que c'est complexe, parce qu'on pense qu'il faut mener une réflexion qui est systémique, pas uniquement sous un angle environnemental.
et puis que les enjeux sont tellement énormes, ces enjeux de transition climatique, qu'il ne faut pas démarrer par une attitude trop défensive. Il faut défendre les agriculteurs, mais aussi préparer l'avenir. Donc c'est bien ça l'état d'esprit, et là vous êtes fin 2018. L'année suivante, il y a des élections au sein des chambres d'agriculture, nous changeons de mandature, et finalement les nouveaux élus qui se réunissent, ils posent plusieurs constats. Ils posent des constats d'incertitude. Alors évidemment, on a toujours des incertitudes, mais là pour le coup, elles s'étaient franchement accumulées. Elles sont aussi bien des incertitudes internes au secteur agricole, à commencer par l'incapacité à renouveler les générations, du coup à quel niveau on assurera ce non-renouvellement des générations. Un constat d'incertitude interne, c'est aussi sur notre capacité à adopter les nouvelles technologies et tout un tas d'autres qui ont été identifiés. Donc, propres à l'agriculture, mais finalement aussi des incertitudes externes au secteur qui vont être liées aux évolutions réglementaires, par exemple. Voilà, des incertitudes majeures accumulées. On ne sait plus se projeter dans ce maelstrom d'inconnus. Deuxième constat, c'est celui de chocs multiples et divers. Et là, on est début 2019, donc on ne parle pas encore de pandémie, on ne parle pas encore de guerre, mais on parle d'épisodes aussi, on parle d'incidents de culture, on parle d'aléas climatiques. Donc voilà, des chocs à différentes échelles, sur différents points de la planète, qui viennent encore renforcer finalement le poids de ces incertitudes. Et puis dans ces autres constats qui ont été établis, c'est aussi le fait que le monde scientifiques, les associations, les institutions réalisent de nombreuses études prospectives qui abordent les questions d'avenir de l'agriculture, finalement, sans que les agriculteurs soient associés réellement ou partie prenante de la réflexion. Et bien que ces réflexions, elles portent en elles des remises en cause, on peut le dire, fondamentales de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc tous ces constats-là font qu'ils décident de lancer une étude. Voilà. Alors, un présupposé ou une demande qui est faite, c'est que cette étude, justement, par différence de toutes celles que dont je viens de vous énumérer les nombreux défauts, mais on en a plein dans la nôtre aussi, c'est que la réflexion, elle doit être conduite avec les agriculteurs. Il s'agit qu'ils soient impliqués, qu'ils soient partie prenante et qu'ils mouillent aussi la chemise. C'est aussi dans les demandes qui nous ont été faites à l'orée de ce projet, la demande de traiter réellement la complexité des enjeux, donc pas uniquement d'aller sur un sujet, mais d'essayer d'avoir une approche systémique, complexe, et de prendre en compte toute leur diversité et de pouvoir se projeter. Ça, c'était la commande qui nous a été faite. Se pose ensuite la question de comment on fait ça, et je vais en arriver aux questions de méthode. Alors, comment on fait ça ? Il se trouve qu'en Bretagne, c'est un terreau fertile de prospective. Il y a plein d'organismes qui en font, le Conseil régional en fait, la Chambre d'agriculture de Bretagne en fait, et en avait déjà fait. Donc on avait une certaine expérience de la chose, ce qui fait que forcément, face à la commande, l'évidence, c'était d'aller faire de la prospective. Après, il y a plusieurs types de prospective. Le mantra que vous connaissez bien et qui a été le nôtre, c'était déjà d'explorer les futurs possibles pour identifier les enjeux de demain et éclairer la prise de décision que l'on peut faire aujourd'hui. Et du coup, on a découlé là aussi un choix de méthode. Comme on l'a évoqué ce matin, c'était une prospective exploratoire, ce n'était pas une prospective normative et on n'a pas non plus posé un point d'arrivée pour reconstruire le trajet qui nous y avait mené. Donc on était réellement dans une exploration très large. Alors, pas d'obligation de résultat, je vous le disais. Et puis, donc, dans ce qui nous avait été demandé, c'est que les agriculteurs soient impliqués. Ils l'ont été. Et c'est aussi notre spécificité, c'est que c'était réellement une étude bretonne. Voilà ce qu'on peut mettre en avant. Je n'ai pas parlé du périmètre de l'étude, donc on était centré sur l'agriculture. On a également la forêt qui a été évoquée ce matin, qui faisait partie du thème. On a donc traité agriculture et forêt conjointement. En revanche, tout à l'heure vous parliez des silos, mais on n'a pas abordé l'aquaculture, où notre périmètre n'allait pas jusqu'à parler de l'économie de la mer ou de la pisciculture. Alors, quelques retours en arrière encore pour vous évoquer les différentes étapes que nous avons suivies. Et je vous rassure, je ne vais pas vous citer toutes les dates, mais en tout cas, avant de démarrer à proprement parler tout le travail d'écriture d'hypothèses, nous avons déjà démarré par une phase de diagnostic d'état des lieux, avec plus de 110 entretiens que nous avons réalisés. Et là aussi, on courait le risque d'être dans une approche silotée, parce qu'au départ, les entretiens, on les a organisés par filière, avec l'idée de faire des diagnostics de filière. Mais on sait très bien que ça nous empêche peut-être parfois de voir les enjeux transversaux. Donc on a complété cette approche d'analyse par filière, d'analyse plus territoriale, où on a été à la rencontre des collectivités, EPCI, rurales, pas rurales, syndicats de bassins versants. Donc on a brassé comme ça les points de vue.
Et on a aussi fait appel à quelques grands témoins qui nous ont apporté des compléments importants pour notre analyse. Donc cette étape de diagnostic, elle nous a permis, avec les élus et avec les agriculteurs, d'identifier des variables qui allaient vraiment avoir une influence sur l'avenir de l'agriculture. On en a retenu un nombre restreint, 24, pour que ça reste réalisable à notre échelle, ce travail-là. Ensuite, on a construit les hypothèses, rédigé les scénarios, on les a testés en interne auprès de nos élus et collaborateurs pour recueillir leur vision de l'avenir. C'était très éclairant parce qu'on ne leur a pas présenté des scénarios complets, mais des petits bouts d'hypothèses. Et du coup, ça nous permettait de reconstituer ce qu'eux percevaient de demain comme plausible. On a réalisé un diagnostic d'impact, alors à la fois avec un volet qualitatif, on a enquêté des IA bretonnes et des acteurs bretons, des salariés aussi d'IA, pour voir selon eux la plausibilité des scénarios et les impacts possibles. Et on a aussi fait un chiffrage d'un scénario pour mesurer le bilan carbone à l'horizon 2040. Plus d'autres projets qui sont liés, qui sont encore en cours. Alors, à l'écran, notre système prospectif, pour parler un peu de jargon, en fait, c'est l'ossature de toute l'étude. Vous avez là les 24 variables de changement qu'on a examinées, qui sont classées par grand domaine. Et si vous prenez le temps de les lire, et je ne le ferai pas à votre place, c'est des variables qui sont finalement assez classiques pour une prospective agricole. Je prendrai juste le temps d'en détailler une ou deux qui le sont peut-être un peu moins. On a intégré la variable du temps, parce que voilà, ça peut paraître un petit peu philosophique, mais en fait, dans le temps, on a réellement une approche sociologique des agriculteurs, de leur rapport au temps, de leur aspiration, de comment ils veulent équilibrer le temps personnel, le temps professionnel, le temps de la prise de décision. Ça a permis d'ajouter une dimension finalement qu'on ne trouve pas forcément dans les travaux prospectifs et qui n'était pas dans les variables structurantes qui ont été évoquées ce matin, mais qui finalement, pour nous, un peu en sous-main, a structuré beaucoup les scénarios. On a une variable des éléments qui ont été évoqués ce matin autour des productions non alimentaires. Donc on a classiquement examiné les dynamiques passées, regardé ce qui se passait sur le moment, les dynamiques du moment, posé des hypothèses. Puis il y en a une qu'on a mis à la poubelle parce qu'on n'a pas réussi à l'utiliser dans nos scénarios. C'était l'hypothèse d'un non-développement des utilisations non alimentaires. Donc voilà, la bioéconomie en Bretagne, on avait un cran de retard en pensant que ça ne se développerait pas puisque ça ne rentrait pas dans nos scénarios. Un petit point aussi peut-être sur le foncier, parce qu'on en a parlé beaucoup, c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle d'agriculture, et pourtant on n'a pas de variable foncier, parce que la question des terres, elle intervient dans tout un tas de sujets, et elle se glisse à l'intérieur, plutôt que de faire l'objet d'une variable à part entière. Ça peut paraître un petit peu Enfin, c'est de la méthode, mais c'est quand même important en fait dans comment après on construit les scénarios. Je vais peut-être pas être beaucoup plus longue, mais voilà, je voulais vous en détailler 2-3. Alors les scénarios, justement, il y en a 5 qu'on espère suffisamment contrastés par le biais de nos jeux d'hypothèses. Le premier scénario, classiquement, c'est un scénario de tendance. Il a pour nom, pas très engageant, une agriculture bretonne en mode résistance, où règles environnementales et non-renouvellement des actifs entraînent le déclin de l'élevage. Donc tout est dit. Problème de renouvellement des actifs, on manque d'hommes et de femmes. Déclin de l'élevage. Ce qui ne dit pas ce scénario, c'est une croissance des échanges mondiaux moins dynamique qui va vraiment peser sur l'organisation des filières en Bretagne, qui va amener aussi une forte contrainte sur les prix, ceci lié à des réglementations environnementales qui se durcissent, qui va confier le pilotage des filières à l'aval des filières, la distribution, la restauration hors domicile, qui met finalement les agriculteurs dans une position de s'adapter, mais plus vraiment de subir en fait, mais plus vraiment d'orienter. Et peut-être pour faire le lien avec ce qui se disait ce matin, c'est aussi un scénario où on décèle des opportunités pour l'agriculture, notamment autour de l'énergie. Mais ces opportunités-là, elles échappent aux agriculteurs qui n'ont pas l'agilité et la puissance économique, le pouvoir de marché pour les saisir. Donc il n'est pas très très favorable ce scénario. Il a un petit frère, le deuxième scénario, qui est le scénario d'une agriculture qui vise la neutralité carbone. Et dans ce scénario-là, avec les mêmes fondamentaux de marché, une trajectoire différente se dessine, où là, il y a résolument l'orientation des filières bretonnes vers le bas carbone, aux côtés de la forêt qui joue un rôle important aussi dans ce scénario. On ne dit pas qu'on y arrive, mais en tout cas, il y a l'orientation. Le troisième scénario est un scénario de rupture. Il décrit une agriculture bretonne plus territorialisée. Alors, c'est un scénario d'une montée en gamme généralisée. C'est un scénario qui se confronte aussi au fait que les consommateurs ne sont pas tellement plus qu'aujourd'hui prêts à payer beaucoup plus leur alimentation. Donc il y a des contradictions dans ce scénario qui ne se résolvent qu'avec la puissance publique et des appuis financiers. Sinon, il ne peut pas tenir debout.
Le scénario priorité à l'économie est aussi un scénario de rupture. On l'a écrit en 2021, les hypothèses étaient posées en 2020, et c'est le scénario qui imagine un regain productif agricole, agroalimentaire dans un monde post-crise où on se dit que agriculture et agroalimentaire permettent de produire du grain et sont un levier de puissance et d'influence à l'international. Donc fort développement technologique pour pouvoir booster notre production, nos exportations, mais ceci au prix de forts investissements et ceci au prix d'évolution capitalistique des entreprises agricoles et de l'agroalimentaire. Et enfin, le 5e scénario est lui aussi, encore une fois, un scénario de rupture pour une région comme la Bretagne. C'est le scénario d'une agriculture bretonne beaucoup plus végétale, où sous tout un tas de moteurs, l'élevage va fortement reculer. Pour l'anecdote, on lisait quelques travaux d'analyse prospective de chambres d'agriculture de France. Ce scénario-là, pour eux, est un scénario tendanciel, vu à l'échelle de la France, la végétalisation de l'agriculture. Pour nous, c'était une rupture. Alors, quelques éléments du chiffrage, mais alors je ne vais pas vous assommer de chiffres. Nos élus ont choisi d'analyser plus en profondeur et de mettre en chiffres un scénario, le deuxième, celui de l'orientation vers la neutralité carbone, parce qu'il relevait un intérêt. On souhaitait pousser l'analyse pour voir jusqu'où ça nous a mené, sans dire qu'on allait atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. On est un petit peu frondeur, vous le savez bien, en Bretagne. Donc, on connaît les ingrédients, forte baisse des effectifs, recherche d'autonomie des systèmes. Finalement, les chiffres qui nous avaient un petit peu fait peur en 2018 dans les impacts du cabinet d'études du Conseil régional, on les dépasse pour une grosse partie des productions. Et un élément que je porte aussi juste là, mais très rapidement à votre vision, c'est l'évolution de la SAU importée. Puisque en Bretagne, aujourd'hui, pour faire tourner le système breton, pour nourrir les animaux, on importe l'équivalent de la SAU bretonne. Bon, demain, on importe aussi, on a toujours un petit carré orange, mais on réduit notre dépendance à l'extérieur et surtout, on importe de moins loin puisqu'on, dans ce chiffrage, on annule complètement les importations de palmes ou de soja lointaines. En revanche, quand on parle d'importation, il faut aussi bien s'entendre, c'est aussi les matières qui proviennent des régions voisines. Mais on voit bien que la dépendance perdure parce qu'on garde de l'élevage en Bretagne dans ce scénario. Alors, quelques éléments de synthèse, peut-être, ce scénario-là, on a poussé l'analyse. Ce que l'on voit, c'est que la vocation d'élevage peut perdurer en Bretagne dans une trajectoire, mais en revanche, on diminue notre performance nourricière. Ce que l'on voit également, c'est des productions végétales qui peuvent se diversifier, de nouvelles opportunités, notamment autour de l'énergie et de la bioéconomie, les biomatériaux. Et ce que j'évoquerai très rapidement aussi, ça impose aussi des changements de pratiques. Donc on est moins consommateur d'intrants pour pouvoir pour s'orienter dans cette voie bas carbone, mais on dégrade nos bilans sur l'eau. On a plus besoin d'eau. La forêt progresse avec une logique vraiment d'économie de filière qui doit se mettre en place. Et j'en arrive peut-être directement à la conclusion. On réduit avec un tel scénario et toutes les hypothèses qui ont été posées de 31% nos émissions par rapport à notre point de départ. Donc on est à peu près dans l'ordre de valeur de la stratégie nationale bas carbone, sans doute y être tout à fait. Mais voilà, on a mené à terme notre démonstration. Alors j'espère que je dérape pas trop, je vois pas l'heure, j'aurais dû regarder. Alors depuis, que fait-on de ces travaux ? Déjà, on les diffuse beaucoup. Je ne vous ai pas parlé de temps, mais on doit être en temps cumulé entre la réalisation et la diffusion autour de quasiment 500 jours de travail depuis le début de l'étude qui date de 2020. Actuellement, on fait des évaluations environnementales et socio-économiques. Comme nos amis de Culturible et sans s'être concertés, on va travailler par radar. On ne va pas faire une évaluation quantitative, mais plutôt qualitative. On accompagne aussi, alors petit clin d'œil, la Chambre d'Ora, qui lance son étude prospective. Donc on leur apporte un accompagnement méthodologique. Et demain, on pense peut-être conduire des travaux sur les besoins quantitatifs en emploi dans le cadre des scénarios, pour voir vraiment de combien d'emplois par filière on aurait besoin à l'horizon 2040. Et là, vous voyez en photo des groupes de travail, toujours avec les élus agriculteurs qui sont à la manœuvre dans ces scénarios, dans ce travail. Alors, un petit exemple pour finir, ça tient de l'anecdote, mais puisqu'on parle beaucoup de territoires, les territoires, c'est aussi comment on les approche avec ces travaux-là, comment on diffuse. Et cette semaine, des collègues présentaient l'étude à un petit comité, 22 personnes, des agriculteurs, des collectivités. Et en fait, ce que cela témoigne, cette expérience, c'est vraiment l'intérêt pour ces réflexions.
c'est aussi un sentiment peut-être de gravité. Ils sont inquiets des sujets. Et puis c'est cette curiosité, quand on parle de son territoire, on peut se projeter. Et ils nous ont dit que certains scénarios leur paraissaient plus plausibles, mais pour leur territoire, c'est le scénario de végétalisation qui pourrait se mettre en œuvre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces démonstrations, on voit bien que même la Bretagne, qui peut paraître unie et indivisible vue d'ici, eh ben en fait, elle est très diverse et que les destins seront divers eux aussi en fonction des hommes et des femmes en place, en fonction de l'outil industriel, en fonction des productions et tout un tas d'autres paramètres qu'on ne mesure pas totalement. Donc j'en arrête là ma présentation, j'espère que j'ai tenu le timing. Vous avez été parfaite. Merci. Maud, restez une petite minute. En fait, je voulais juste dire que, parce qu'on a, ça va, on a encore 2 minutes. Bravo à tous les deux pour avoir tenu le temps. Je vous ai fait retirer des slides parce que la présentation était vraiment trop longue. Je tiens à dire, et peut-être vous pouvez dire un mot dessus quand même, vous avez retiré 4 slides de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de ce scénario, de ces scénarios, à qui on les présente. Si vous pouvez peut-être en dire un mot, parce que j'ai compris que vous n'allez pas développer de stratégie dans les territoires. Par contre, qu'est-ce que vous faites des scénarios, où vous les poussez, vers quels acteurs vous allez et pour quelles raisons? Oui, je crains qu'on soit un peu dans le wish without plan qui était présenté tout à l'heure. C'est qu'on a fait tout ce travail d'expertise, mais on n'est pas passé à l'action, qui était un peu le thème de votre après-midi. L'action, elle prend pas la forme, en tout cas, d'une stratégie bien délimitée avec des plans d'action, des objectifs chiffrés à atteindre. Ça, on n'a pas fait. L'action que l'on fait, c'est d'aller discuter. Ça nous sert de matériau pour discuter avec les collectivités, certaines qui s'éloignaient de nous, qui ne voulaient plus entendre parler de la chambre d'agriculture parce que tout le monde a en tête certaines visions de ce qu'est une chambre d'agriculture. Parfois, on nous ferme la porte. Là, on arrive avec un matériau qui intéresse, qui interpelle, qui pose des questions, qui a été travaillé sans tabou, et on ose même parfois parler de notre disparition. Donc, pour dire, on a fait preuve d'ouverture d'esprit. Donc, on nous accepte, on nous écoute. Donc les collectivités sont très friandes et du coup, ça recrée de l'échange et du partenariat. On présente évidemment aux agriculteurs avec les mêmes remarques que faisait d'ailleurs Jean-René Meunier ce matin, c'est que ça suscite de l'inquiétude et que certains se disent « mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens ?» Parce que dans les petites choses que je n'ai pas dit, on dit qu'il y a beaucoup de grosses exploitations demain, sans doute des petites, et puis qu'au milieu, ça s'effondre. Oui, Jean-René détaillera le scénario végétalisation tout à l'heure. Mais on retrouve ça même dans notre tendance, en fait. On a parlé aussi, on a présenté à des organismes de formation, les MFR intègrent, les maisons familiales et rurales intègrent les scénarios d'une manière ou d'une autre dans leur programme auprès d'étudiants en bac ou en BTS. Donc pas de la même manière, parce que ce n'est pas la même maturité, mais pour les faire un peu cogiter sur l'avenir et peut-être pas qu'ils repartent directement dans le modèle de papa-maman quand ils s'installent. On a également travaillé avec le monde de la recherche, avec les coopératives, avec les banques, en tout cas on leur présente. Et en fait, eux, ça les intéresse parce que peut-être que ça donne un peu une vision de comment nous, on se perçoit pour eux-mêmes construire leur propre stratégie. Donc voilà comment nous, on passe à l'action. Ce n'est pas des jolis plans, des jolies stratégies, mais c'est plutôt de la concertation. Et finalement, c'est assez conforme à la méthode bretonne qui est de discuter. Merci beaucoup. Est-ce que dans la façon dont ils reçoivent cette présentation, est-ce qu'il y a parfois du rejet, ou est-ce que vous dites, vous avez évoqué le mot peur, mais est-ce que ça peut ouvrir les yeux aussi? Est-ce que ça peut vraiment être... C'est très étonnant parce que, par exemple, le scénario climat qu'on a chiffré, nous, on s'est un peu fait peur nous-mêmes en mettant les chiffres, pour tout vous dire, passer de 5 milliards de litres à 3,6 en Bretagne, la première région laitière française, ça fait un peu drôle. On nous a dit, je me rappelle d'une coopérative, vous avez été frileux. Si on projette la tendance, finalement, vous auriez dû aller plus loin. Bon, d'accord. Parfois, auprès des agriculteurs, à l'inverse, ça fait hurler. Il y a des scénarios qui les font hurler. Le scénario territorial est très, très difficile à entendre parce qu'eux, ils perçoivent ça comme une remise en cause de leur pratique, de ce qu'ils sont. Comme si c'était le mal, en fait, ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ça se rapproche un peu de la bioéconomie que M. Callois a présentée. Et après, ce qui était très étonnant aussi, c'est chez les jeunes où ils ont plus de facilité à s'accrocher au scénario de tendance, parce que c'est plus facile de se projeter dans ce qu'on connaît déjà, même si ce n'est pas simplement la tendance d'aujourd'hui qu'on a écrit dedans. Et eux, ils nous disent, mais on ne veut pas de ça, on ne veut pas être des pions. Donc en fait, chacun a son lot de réactions, jusqu'aux collectivités qui trouvent que finalement, le scénario territorial qui ne plaît pas aux agriculteurs, pour eux, il est plutôt très séduisant. Il l'était jusqu'à il y a quelques mois. Dernièrement, quand on leur a présenté, ils nous ont dit « mais il vient d'où l'argent ?» Nous, on ne peut plus. Donc, il y a aussi une variabilité dans le temps. On a écrit les scénarios en 2021. Ils ne sont pas toujours reçus
avec le même prisme. Et je dirais qu'aujourd'hui aussi, on nous parle de l'énergie, qui n'était pas du tout le cas en 2021, quand on les a démarrés, bien que ce soit intégré dans nos scénarios. Aujourd'hui, le prisme, il est beaucoup plus là-dessus. Donc les réactions, elles évoluent dans le temps et forcément énormément avec le public. Oui, on sent que toute cette expérience de scénario, c'est vraiment une expérience humaine avant tout. Oui, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, alors que je le rappelle toujours, par différence avec beaucoup de prospectives, chez nous, l'agriculteur, il est au cœur des évolutions, en fait. Parce que souvent, on dit le marché va évoluer, et puis les agriculteurs, c'est la variable de résultat qu'on mesure, combien ils sont et combien ils gagnent, éventuellement. Nous, ils étaient dans les variables du modèle. Donc, leurs aspirations, le temps, c'est dedans. Voilà. Maud Marguet, merci beaucoup pour cette présentation.